aussi. C'est très gentil d'être venu. Ah non, écoute, c'est avec plaisir, vraiment. C'est avec un grand plaisir. Ça fait 3-4 ans qu'on se connaît. Ça fait 3-4 ans qu'on se connaît, donc voilà. Tu évolues dans une sphère et puis maintenant dans une autre. Mais c'est la nonna qui a parlé des histoires avant. C'est venu comment ces histoires? Elles viennent comme ça en fait, hein, les histoires. C'est-à-dire que... Mais tu as été baigné tout jeune dans les histoires. J'ai toujours aimé les raconter, les histoires. Et c'est vrai que ma grand-mère racontait beaucoup d'histoires. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Ma grand-mère paternelle aimait beaucoup les histoires. Elle nous racontait toujours des contes qui faisaient peur. Et ça doit venir de là, en fait. Voilà. Je viens de... Oui, parce que ça vient toujours de quelque part. C'est soit, oui. comme je dis, dans la famille, ou alors c'est soit un professeur qui t'a aiguillonné vers quelque chose, vers une passion, quoi. Mais s'il y a déjà, je veux dire, une écoute qui se fait étant tout jeune, ça c'est très agréable. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ma grand-mère qui racontait beaucoup d'histoires. Je me souviens, elle faisait très peur, ces histoires. Et puis, j'ai eu une institutrice extraordinaire, avec qui j'ai gardé contact d'ailleurs, voilà. Qui se retrouve dans Mystère en Belgique, Madame Assot, Fabienne Assot, et elle m'a donné vraiment le goût de la lecture, de la langue française, de s'exprimer correctement, d'écrire correctement. Et en fait, dès que j'ai compris que l'écriture était un autre moyen d'expression, ça m'a happé, quoi. Ça m'a appelé, ça m'a parlé. Je me suis dit, ok, je peux raconter des histoires en les écrivant. Et donc, j'ai le sentiment de raconter des histoires à l'écrit, depuis que je sais écrire, en fait. Donc j'attendais à l'époque, je me souviens en classe, on avait de temps en temps, comme ça, une fois par semaine, je pense, la maîtresse qui nous disait « sortez votre cahier de rédaction ». Donc j'ai appris qu'on ne disait plus cahier de rédaction, on dit maintenant d'expression écrite. Voilà, mais donc à mon époque on disait rédaction et j'attendais ce moment. Moi c'était vraiment un moment que j'affectionnais particulièrement parce que justement, non seulement je pouvais raconter des histoires, mais en plus je pouvais le faire avec... ton écrit que tu as fait. Oui, avec la langue une langue qui m'est vraiment, vraiment chère. D'accord. Donc voilà, merci Madame Assot. Et l'envie d'écrire pour du vrai, c'est venu quand? En fait, l'envie, je crois qu'elle a toujours été là, j'ai eu besoin, c'est comme boire et manger en fait, au final j'ai vraiment besoin d'écrire. Je ne pourrais pas vivre sans, je sais que ça paraît un peu cliché, l'auteur qui... mais c'est vraiment le cas, ça fait partie comme le rituel quotidien, on se lève, on prend sa douche, on mange, on boit, voilà, on écrit. Mais la personne qui a fait le déclic, c'est encore une fois une prof, ma professeure de littérature française, du XXe siècle, à la fac à l'époque, j'ai fait traduction, et donc on avait des exercices de rédaction justement, pour, justement, il fallait l'expression écrite devait être parfaite pour un traducteur, et à la fin du cours, donc ma professeure qui est en fait, moi son nom m'échappe maintenant, j'aurais dit 100 fois, Françoise Lalande, qui est autrice elle-même, qui habite pas loin d'ici, voilà, et je ne le savais pas à l'époque qu'elle était autrice, et donc elle m'a retenu à la fin du cours en me disant, voilà, si votre objectif est d'être publié un jour, je suis sûr qu'en travaillant, vous y arriverez. D'accord. Et là, ça m'est resté, du haut de mes 19 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, punaise, il y a quelqu'un qui aime ce que j'écris, quoi. Donc... On est très sévère. Hein. Ah bah oui, François Talland, oui. Et je me suis dit, ok, vas-y, tente le coup. Et j'ai eu l'occasion de la revoir, je l'ai croisée à l'Association des écrivains belges, il y a quelques années maintenant. Et elle m'a reconnu, donc ça déjà c'est très agréable. Et donc je l'ai remerciée. Je lui ai dit, je me souviens encore de ce que vous m'avez dit à l'époque. Elle m'a dit, oui, mais ça ne m'étonne pas de te voir ici, en fait. D'accord. Donc là, je suis... Waouh. Voilà, donc les profs en général, en fait, qui m'ont donné cet amour pour la langue et puis pour l'écriture. Tu n'es pas parti dans le style des petits oiseaux ni les feuillages, tu as directement ciblé. D'où est venue cette passion, justement, pour le cerveau, pour l'être humain, pour l'âme humaine? Mais je crois que c'est mon dada, en fait. J'ai toujours été fasciné par les relations humaines, par la psychologie humaine, le fait que, en fait, dans chaque situation, chacun d'entre nous va réagir différemment, au même événement. Donc la perte d'un proche, je ne sais pas moi, une mauvaise nouvelle, enfin, certains vont s'enfermer dans le mutisme, d'autres deviennent violents, d'autres préfèrent faire du sport, je ne sais pas. Et je trouve ça, c'est fascinant d'analyser justement
comment les personnes autour de moi réagissent à une situation en particulier. Et d'ailleurs, j'ai failli entreprendre des études de psychologie. Donc j'ai beaucoup hésité à l'époque et j'ai opté plutôt pour la traduction. C'est très différent. Tout à fait. Donc ça me ressemble très fort en fait, hein, finalement, parce que je suis très dans les extrêmes. J'ai participé aux portes ouvertes des deux facultés et j'ai trouvé que l'ambiance, du haut de mes 18 ans à l'époque, hein, l'ambiance à la faculté de traduction était plus sympa. La spéléologie du cerveau humain, c'était pas à cette époque-là. C'était pas à ce moment-là, en tout cas, l'atmosphère ne semblait pas me correspondre. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui j'écris des thrillers psychologiques pour un peu compenser ce besoin de réfléchir au cerveau humain finalement. Oui, d'accord. Et surtout à ses côtés tordus. Surtout. Oui, j'essaie de montrer en fait que n'importe qui, une personne équilibrée, souriante, sympa, ça existe. Ça existe, bien sûr, ça existe. Vous en avez un devant vous. Mais voilà, on n'est pas que ça. On est toute une complexité en fait. Donc on peut être râleur, on peut se fâcher, on peut s'énerver très fort, on peut être indifférent. Enfin, et c'est ça moi qui me fascine parce que souvent on résume une personne à l'image qu'on a le plus souvent d'elle. En fait, non, elle n'est pas que ça. Elle est toute une panoplie de sentiments. Parce qu'il y a le miroir, mais il y a toujours le reflet. Voilà. Il y a derrière, il y a le teint du miroir. Exactement. Aussi. Exactement. Donc on peut comme ça de prime abord sembler distant ou froid, ou au contraire chaleureux et avenant. Mais au final, on a tous des moments où on va se fâcher très fort, qui ne correspond pas à notre personnalité de base, mais on est humain justement. Donc c'est ça qui me fascine en fait. Tu as une âme d'enfant aussi. Oui, mais je crois qu'on a tous une âme d'enfant. Enfin, j'espère, en tout cas, je le souhaite à tout le monde, parce que si on perd cette âme-là, on rêve plus. On rêve plus. Et d'accord. Mystère en Belgique, c'est ça? Oui, entre autres. Donc là, je l'ai fait vraiment parce que la maison d'édition m'a approché. D'accord. En disant, voilà, on aimerait lancer une nouvelle série, 100% belge. Donc ça m'a parlé. Je me suis dit, tiens, c'est le moment d'exprimer ma belgitude encore plus. Et voilà, donc de prime abord, je ne suis pas auteur de livres pour enfants, mais je m'amuse beaucoup en faisant. Donc là, je sais avec certitude qu'il y aura au moins 5 tomes. Donc là, je suis ravi, parce que Lisa et Luca vont pouvoir évoluer. Bon, voilà, donc ça, c'est très très chouette. Et en fait, je me rends compte que les craintes que j'ai pu avoir n'étaient pas fondées. Quand ils m'ont approché, je dis mais est-ce que vous avez lu mes livres? Parce que déjà mes livres pour adultes, oui, c'est ça qui est étonnant. Voilà, font peur aux adultes, donc ça va être compliqué, je pense, pour moi de m'adapter au niveau des enfants, que ce soit au niveau du vocabulaire ou simplement de leur peur, quoi. Et en fait non, ça a été très simple. Ça a été très simple et finalement il y a peut-être encore plus de moi dans les ouvrages jeunesse que dans mes livres pour adultes. Oui, d'accord. Et comment s'est fait, je veux dire, la première rencontre avec le collaborateur parce qu'il y a les dessins. Ah, il n'y a eu aucune rencontre. Aucune rencontre. Aucune. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai écrit mon histoire. Donc mon éditrice, on retravaille ensemble avec l'éditrice, on corrige, etc. Et puis une fois que le texte est fini, elle envoie le texte à l'illustratrice, que je n'ai jamais rencontrée. On ne m'avait pas dit du tout qui c'était. Et c'est au moment du bon à tirer que j'ai vu les dessins. D'accord. Et que j'ai dit waouh, ils sont texte. magnifiques. Voilà. Oui. Et elle a très bien illustré mes mots, donc ça je suis très très content. Et donc je l'ai contacté via Instagram en fait. Je dis voilà, je suis l'auteur, ce que vous avez fait est magnifique, vous avez beaucoup de talent. Et voilà, donc on a échangé. C'est une Belge. Si j'ai bien compris, c'est une Italienne qui vit en Angleterre. D'accord, oulala. Et comme quoi, hein, oui. Voilà, et qui semblerait travailler avec Disney, enfin donc elle a... C'est une... Elle a de la plume, quoi. Oui. Et en plus, c'est très... Enfin, moi j'aime beaucoup les dessins qu'elle fait. Très beau graphisme. Oui, j'aime beaucoup ça. Donc, parti pour 5 tomes. 5 tomes minimum, d'après mon éditrice. Donc, apparemment, il marche très bien.
Donc mon éditrice est contente, et moi aussi, hein, puisque je suis le premier étonné. Parce que vraiment je l'ai fait en me disant, bon, allez, tente le coup. On verra ce que ça donnera. Et au final, en fait, ça plaît. Je suis invité dans des classes. Encore cette semaine, là, j'ai été dans des écoles en Wallonie. Et je rencontre les enfants, on discute de, justement, d'où vient mon inspiration, on parle des personnages, on parle de tout ça. Ils me donnent leur avis. C'est un échange qui est complètement sans filtre, en fait. Qui est sans filtre. Ce qui change des adultes, hein, puisqu'on nous apprend à tout filtrer, à faire attention à ce qu'on dit, etc. Donc j'aime beaucoup la spontanéité que les enfants peuvent avoir. Donc c'est vraiment très, très sympa. Tu es déjà comme un poisson dans l'eau lors des foires de livres. Hein. Tu es comme un dauphin dans l'océan avec cet ouvrage-là. Parce que malgré tout, c'est encore, comme tu dis, un autre public. C'est un autre public. Qui est parfois même plus réactif. C'est un autre public. Et puis voilà, c'est vrai que lors de salons, allez, quand j'ai fait mon premier salon avec mes livres jeunesse, je me suis dit, comment ça va se passer? Et c'est là que la file se faisait aussi. Et là, finalement, ça se passe très très bien, parce que les enfants tirent, les parents par Ils le sont bras, déjà attirés par la couleur. Oui, voilà, le graphisme, le dessin, donc ça donne envie, et puis les parents s'intéressent, puisque justement, mon enfant est attiré par un livre, alléluia, hein, puisqu'on dit souvent à tort, hein, parce que franchement les enfants lisent, beaucoup plus qu'on le dit. Donc les parents évidemment s'intéressent, et fatalement mes bouquins pour adultes sont juste à côté, donc vous écrivez aussi pour les adultes. Voilà. En fait non, j'écris d'abord pour les adultes et aussi pour les enfants, mais bon ça c'est pas très très important, et donc ils s'intéressent à mes ouvrages adultes, quoi. J'ai entendu dire que tu es une vraie star à la sortie des écoles. À la sortie des écoles? C'est-à-dire quand tu vas chercher ta nièce ou... C'est vrai. Mais donc, évidemment, puisque je me suis librement inspiré de ma nièce, pour le personnage de Lisa dans Mystère en Belgique, ça a été la première classe, la première fan, et puis c'est la première classe où je me suis rendu en tant qu'auteur pour expliquer, faire présenter le livre, et puis raconter ce qu'est la vie d'un auteur. Et évidemment, les enfants, sachant que Lisa est ma nièce, elle se fait pas chambrer, donc ça c'est vraiment très chouette, c'est plutôt l'inverse. C'est ton tonton, c'est génial, waouh. Voilà, bon après du point de vue d'un enfant, c'est une star, oui, voilà. Tout à fait, oui. Donc je pense qu'elle en tire pas mal de fierté. On va aborder des choses très noires. Elle travaille dans le marketing, mais il y a des choses un peu troubles qui se passent dans sa tête. Je me suis dit, moi, mais si une dame pareille travaillait chez moi en tant qu'employeur, avec ces troubles-là, je ne pense pas qu'elle ferait long feu. Raconte-nous un peu de ce personnage. Donc à la base, tu parles de Sarah. Oui. À la base, c'est une femme de tout ce qu'il y a de plus équilibré. Seulement, elle va avoir un accident, elle va se faire renverser, et ça va déclencher toute une série de choses dans son cerveau. C'est-à-dire qu'elle va commencer à ressentir des choses qu'on ne voit pas d'habitude, qu'elle rejette, qui lui font peur. Elle va rencontrer une petite fille qui lui demande de l'aide. Elle ne comprend pas très bien pourquoi. Elle hésite, elle ne sait pas pourquoi cette petite fille l'approche. Mais finalement, elle va décider de l'aider finalement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle elle va douter de sa santé mentale, donc elle va consulter un psychiatre, donc elle va faire des séances d'hypnose et vivre en fait au travers de ces séances d'hypnose ce qu'une autre petite fille est en train de vivre. Donc elle va vouloir la sauver, mais bon, voilà, elle va prendre beaucoup de risques pour le faire. Donc je ne peux pas en dire plus, sinon ça sera trop, je pense. Et puis en parallèle, on a Guillaume, qui lui est un père de famille, et qui est un homme d'affaires. Il rentre de voyage, et il découvre son ex-femme et sa fille. Donc son ex-femme est morte, et sa fille entre la vie et la mort. Et bon, on le dit assez vite, hein, donc je ne divulgage rien. La petite fille, Mia, va finir par mourir. Et à partir de là, il va se laisser emporter par une vague très noire, il est instable psychologiquement à la base, parce qu'il a eu une enfance compliquée avec un père despotique. Donc son équilibre mental est, comment je vais dire,
régulé par les médicaments qui décide d'arrêter de prendre ces médicaments, et là il commence à sombrer. Il décide de reconstituer une famille qu'il n'a plus, parce qu'il souffre beaucoup. Il aimait toujours son ex-femme, et il était dingue de sa fille, là, comme tout parent, je suppose. Moi je n'ai pas d'enfant, donc j'ai imaginé. Et il va vouloir reconstituer une famille, mais il ne va pas choisir le meilleur moyen pour le faire. Et donc finalement, au fur et à mesure des chapitres, on va comprendre qu'il y a un lien entre justement Guillaume et Sarah. On flirte parfois avec le fantastique, évidemment. Il y a une touche de fantastique, oui, c'est vrai. C'est vraiment... C'est une marque de la maison, ça, presque. Les gens dans les autres aussi. Hein. Les autres, c'est plutôt une touche de... C'est plus de la dystopie, plus que... Oui, moi, dans celui-ci, je suis d'accord pour la touche fantastique. Oui. Pour les deux autres, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de... Tout est possible. Et encore, même dans celui-ci, ça pourrait arriver, le fantastique. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des choses qui nous dépassent autour de nous. Et voilà, moi je suis une personne qui est très très sensible à un tas de choses. Donc pour moi, c'est vrai que quand on me dit ah oui, le troisième a une touche de fantastique, et moi j'ai envie de dire pas spécialement, mais en fait si. Pour le commun des mortels, si. D'accord. Quelles sont tes relations avec tes éditeurs? Ils sont excellents. Que ce soit mon éditrice pour la maison d'édition Ozu, que mon éditeur du côté des éditions M+, surtout M+, peut-être, m'a fait vraiment une promotion, une mise en avant incroyable, qui était vraiment espérée, mais inattendue. Donc, comment tu as atterri dans cette maison d'édition? Mais j'ai envoyé en fait des manuscrits à plusieurs maisons d'édition, et c'est le premier à s'être manifesté. Et donc je fonctionne comme ça. Le premier à se manifester, je me dis, je perds pas de temps. Et après, évidemment, j'ai discuté avec la personne. J'ai très vite senti qu'il y avait une bonne connexion, qu'il comprenait ce que j'attendais en tant qu'artiste, qu'auteur, et qu'il ferait tout pour satisfaire non seulement mes attentes, mais aussi les attentes de sa maison d'édition. Il faut que les livres se vendent, évidemment, puisqu'il n'y a pas que de l'art, il y a aussi le côté vente. Et par ailleurs, la maison d'édition Ozu, la même chose, ils ont engagé une attachée de presse, la même justement que M+. Et voilà, donc j'ai eu des journaux, j'ai eu des émissions de télé, voilà. Et puis encore d'autres choses qui vont arriver. Ça, c'est une de tes cordes que tu dis. Oui, je suis co-organisateur aussi du Salon du Livre de l'Iris Noir à Bruxelles. Ça aussi, c'est un boulot. C'est un boulot, oui, c'est beaucoup de stress, beaucoup de passion, mais il y a beaucoup de stress quand même, parce qu'il faut que tout se passe bien, il faut que tout le monde soit content, parce que l'objectif de Iris Noir à Bruxelles, c'est de faire plaisir aux auteurs, mais aussi et surtout aux lecteurs et lectrices qui viennent nous voir. Donc on a un premier salon grand format, on va dire. Celui-là a lieu le dernier week-end d'octobre. On en est bientôt... on en est à la 5e édition. Et là, on va lancer en avril, le mois prochain déjà, 23 et 24 avril, il me semble, Iris Noir, c'est dans la poche. Et là, c'est un salon plus petit, mais dédié justement au livre poche. Dans votre cantine, presque, entre guillemets. On l'organise dans une brasserie bruxelloise. Magnifique. Qui est magnifique, effectivement. On y mange bien, puis l'ambiance est très bonne. Bien. On y chante bien aussi, on y danse bien aussi. Et on avait envie en fait de mettre en avant un lieu emblématique de Bruxelles, en tout cas de cette commune-là. Le Miroir, enfin la brasserie Le Miroir, tout le monde connaît. Et voilà, ça va être bon enfant, on va être comme à la maison, quoi. Voilà. Donc, tu as des connexions aussi avec la maison IFS. Oui, alors, oui, là j'y travaille. Donc là je travaille chez IFS. Oui, voilà. Ça c'est mon emploi officiel. Je ne vends pas encore assez de livres pour en vivre. Donc voilà, je travaille avec plaisir parce que c'est vraiment très très sympa de... En fait, je suis de l'autre côté du miroir, justement. Je suis éditeur, donc je reçois des manuscrits, je les lis. Enfin, je ne suis pas le seul. Hein. Ils passent d'abord par un comité de lecture qui font une sélection. Une fois que la sélection est faite, je lis les manuscrits retenus.
Et voilà, donc une fois qu'il est retenu, on commence le travail éditorial sur le texte. Donc je fais exactement ce que mes éditeurs font avec moi quand je suis auteur. D'accord, oui, d'accord. Oui. Donc je me venge bien. Non, je rigole. Alors l'écrivain là-dedans, comment procède-t-il? Est-ce qu'il a déjà un fil conducteur qui est là et qu'il tresse au fur et à mesure du temps perdu? Ou bien est-ce qu'il se dit, bon, ce mois-ci, je m'y mets, je fonce? Comment fonctionne-t-il? Je fonctionne à l'instinct, donc le besoin d'écrire s'impose à tout moment. Donc après, bon, j'ai une journée de 24 heures comme tout le monde, elle est réglée voilà, entre le boulot, Iris Noir, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais dès que j'ai un temps de libre, je le consacre à l'écriture. Maintenant, j'ai diminué mes heures de travail, donc je travaille plus que 3/4 temps. D'ailleurs, je suis ici aussi justement grâce à ça aujourd'hui. Donc j'ai mes jeudis après-midi et mes vendredis libres. Donc là, je les consacre à l'écriture et ou à ma carrière. Donc que ce soit promotion ou tout ce qui est parfois... Bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai rempli des documents, enfin un peu administratifs, ce genre de choses, mais liées à ma carrière. Ta présence sur les salons en France, comment tu peux gérer ça? Il y a tellement de salons. Comment se fait la sélection? Bah, la sélection, maintenant, elle se fait assez facilement. Donc au début, quand j'ai commencé, mon agent contactait les maisons d'édition, enfin pardon, pas les maisons d'édition, les organisateurs de salons pour dire voilà, il y a Salvatore Mini, un auteur belge qui vient de publier un roman, etc. Donc c'est un thriller, donc il expliquait, et là il fallait les convaincre. Aujourd'hui c'est l'inverse, ce sont les organisateurs qui contactent mon agent en disant, ou mon éditeur, hein, ça dépend, en disant voilà, on aimerait avoir Salvatore Mini à notre salon. Donc le week-end qui arrive, là, demain, en fait, demain je serai à Paul-Arlance par exemple, pour le week-end, dans le nord de la France, et c'est la grand-messe du polar thriller, donc avec beaucoup de monde et des gens qui sont là pour découvrir non seulement les nouveaux romans, mais aussi les nouveaux auteurs. Donc ça c'est vraiment très agréable. C'est un contact privilégié d'être de deux côtés de la barrière. Moi j'adore. D'être éditeur, mais d'être auteur, de rencontrer tes amis et de les faire venir lors d'un salon que tu organises. C'est ça, donc je suis... oui. J'ai un côté schizophrène en fait. Oui, voilà. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que les salons, c'est le moment vraiment que personnellement j'adore. Je pense que tous les auteurs le diront. C'est l'occasion de rencontrer nos lecteurs. C'est l'occasion de parler de nos bouquins, mais surtout d'avoir le ressenti des lecteurs qui les ont déjà lus. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Parce que bien souvent, l'intention n'est pas celle qui est perçue par l'auteur. D'accord. Donc il m'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah tiens, tel passage, je l'ai compris comme ça, et comme ça, et comme ça. » En fait, c'est pas du tout cet élément-là que je voulais mettre en avant, mais c'est intéressant, justement, l'échange est intéressant. Donc voilà, et puis on se réjouit d'y aller aussi parce qu'on va revoir les confrères et les consoeurs, donc on devient copains. C'est très sympa. Moi je me souviens à la toute première fois, mon tout premier salon en France, j'avais rencontré notamment Franck Tillier. Je tremblais parce que c'est justement un des auteurs que j'admire, et aujourd'hui on se claque la bise comme on dit, donc c'est vraiment très... Quelle vie, hein. Oui, c'est waouh quoi. J'ai une chance folle quoi, j'adore ma vie. Quelle vie, tout à fait. Une piste pour un 4e roman? Une piste, là, le 4e roman, j'en suis déjà à un bon 2/3 on va dire. Oui. Donc il avance plutôt bien. Et je réfléchis en même temps au tome 4 de Mystère en Belgique, donc ça devient... c'est gérable, enfin heureusement c'est deux... Jusque-là, oui. C'est différent, donc j'arrive à écrire les deux en même temps. Le 4e, oui, non, je sais pas encore, je peux pas encore en parler, c'est beaucoup trop tôt, mais il avance bien. Il avance bien. Ouais. Le choix des couvertures, en ce qui concerne les polars. Les choix des couvertures, donc il faut savoir que contractuellement... Je dis polar, mais est-ce polar? Pour moi c'est du thriller. C'est du thriller, oui. D'accord. Parce que le polar... Il y a une autre connotation. Il y a une connotation policière plutôt. Oui, voilà. Il y a une enquête policière. On est ici, voilà, on est plus en... Non, on a un policier qui apparaît, mais il est secondaire. C'est pas une enquête... le choix des couvertures. Le choix des couvertures, en fait, chez toi? à la base, enfin, contractuellement, couverture, 4e de couverture. Les titres, c'est l'éditeur qui choisit.
Mais j'ai la chance d'être tombé sur des éditeurs qui, à chaque fois, me soumettaient, m'ont soumis la couverture en disant qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que ça exprime bien l'atmosphère de ton livre? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, voilà. Donc j'ai pu à chaque fois, je suis bien tombé parce qu'à chaque fois c'était la bonne. Donc c'est pas forcément moi qui ai choisi, mais disons que ce qu'ils m'ont soumis m'a convenu très très bien. Ici, pour Désobéissance, ayant déjà travaillé avec la graphiste justement d'IFS, j'ai dit à mon éditeur, j'ai écoute, moi je connais une graphiste, j'aime beaucoup son travail, etc. Donc est-ce que tu serais d'accord qu'elle te soumette une couverture? Ah oui, super, j'aime beaucoup l'idée. D'accord. Et donc elle a soumis cette magnifique couverture que j'adore. Et mon éditeur l'a accepté d'emblée. Donc voilà. Mais c'est vrai que contractuellement, on pourrait très bien, un éditeur un peu moins ouvert, on va dire, pourrait très bien dire non, la couverture c'est celle-ci et puis pas une autre, quoi. Alors je reviens. Ma dernière lecture, là j'ai lu récemment Jeu de peau d'Helmut Schutterberg. Ça c'est délicieux. Qui est machiavélique et qui a une idée vraiment incroyable. Surtout moi qui suis tatoué, voilà, ça m'a beaucoup parlé. Et là, je viens tout juste de commencer Sinestra d'Armel Carbonell, qui est une personne, une autrice que j'aime beaucoup en tant que personne. On s'entend vraiment très bien, on se ressemble beaucoup d'ailleurs, on se soutient l'un l'autre. Mais tu sais quitter cette atmosphère et prendre autre chose, retourner vers la blanche peut-être? Non. 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 Ah non, non c'est fini. Mais je crois que ça a toujours été. J'ai toujours été attiré par les thrillers. Les polars un petit peu moins, mais c'est surtout les thrillers en fait qui m'ont toujours plu. Même, la même chose avec les séries ou les films. Hein. Je vais rarement regarder une histoire d'amour ou une comédie. Ou, je vais regarder quelque chose qui va m'angoisser, qui va me questionner, qui va... voilà. Donc l'atmosphère des steppes, l'atmosphère des montagnes, c'est pas pour toi. D'accord. Non, a priori non. A priori non. Salvatore, c'est très gentil d'être venu. Merci de m'avoir invité, Willy. Je te souhaite plein de succès avec tes nouveaux ouvrages. Merci beaucoup. Mais bon travail pour la suite. Merci beaucoup. Au plaisir.